je vais juste présenter un peu le monde alpin et la région franco-provençale pour ceux qui arrivent d'autres horizons qui n'ont pas forcément tous les repères pour comprendre comment se situe, où se situent ces jeux aussi. Et donc, après, je vais un peu aborder la question du processus de construction identitaire du monde alpin et donc aussi les pratiques linguistiques qui en font partie. Pour rentrer ensuite plus dans le particulier, donc la vallée d'Aoste, parce que c'est la région dont il s'agit ici. La vallée d'Aoste est un peu cette mouvance patrimonialiste qui a commencé déjà dans les années 50 et qui a permis, ou en tout cas qui a créé le terrain pour l'institutionnalisation des jeux. Comme vous l'avez entendu, il y a 5 jeux qui ont été définis, jeux traditionnels dans le cadre de cette fédération de jeux. Et après, voilà, je vais juste proposer quelques pistes d'analyse qui nous accompagneront pendant l'exploration directe des jeux dans les prés et aussi dans les discussions qui suivront. Donc, question de passion, de revitalisation, de sportivisation et de standardisation. Alors, je reprends les cartes que je vous ai montrées rapidement hier. Et pour parler en général du monde alpin, un monde alpin qui est souvent appréhendé et étudié de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est toutes les traces écrites dont nous disposons, ce sont toujours des écrits qui viennent d'un regard extérieur, qui regardent les Alpes, qui appliquent des catégories culturelles extérieures sur un monde plus ou moins bien connu, et avec toute une série on va dire, de clichés qui se posent et qui alimentent une réflexion particulière sur le monde alpin. Il faut dire que dans les années 70 et 80, il y a eu des études qui ont pointé du doigt l'évolution dans laquelle le monde alpin était inscrit. En particulier, Berthoud identifie l'unité de l'arc alpin dans la spécificité du parcours historique, du processus historique et des différentes trajectoires de développement culturel, tout en reconnaissant l'importance de l'environnement. C'est-à-dire qu'il démontre que le mode de production, on va dire traditionnel, observé dans les Alpes, n'est pas déterminé uniquement par les contraintes du milieu, mais il dérive de la combinaison d'éléments institutionnels, culturels, compatibles, combinés avec les conditions naturelles. Et Paul Guichonnet aussi parle de communauté de destin. Et par la suite, il y a des études de Quilani et Berthoud qui se focalisent sur l'équilibre entre tradition et modernité, parce qu'il faut dire qu'on a une très riche littérature qui insiste surtout sur l'aspect tradition, sur l'aspect enracinement. Les Alpes sont souvent considérées comme un monde arriéré, si on pense au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ou bien comme un conservatoire de pratiques rares qu'il faut étudier. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un regard empreint de passéisme, de nostalgie, et qui ne voit pas d'autre perspective pour le monde alpin que d'aller dans le sens d'une modernisation imaginée toujours depuis l'extérieur.
Là, je vous ai montré cette carte, comme voilà, on en avait déjà parlé un petit peu hier. Donc l'écart d'altitude très important qui détermine des modes de vie et des dynamiques très différentes selon les habitats. La notion de frontière qui est fondamentale parce qu'on est très souvent en train de traverser des frontières politiques, mais on ne va plus s'éterniser là-dessus. Désormais, depuis plusieurs décennies, cela a été démontré. Les Alpes ne sont pas une frontière pour qui habite à l'intérieur du monde alpin. Au contraire, les populations de tous les versants ont toujours circulé énormément d'un versant à l'autre via l'école et pendant les mois où ils étaient praticables, mais quand même en pratiquant toute l'année des activités très complémentaires et parfois les mêmes activités. Voilà, des interactions très fortes entre tous les versants des Alpes. Plusieurs langues, ce qui n'empêche pas justement les interactions, les échanges, la construction quand même de modèles culturels et de pratiques parfois très semblables d'un bout à l'autre de l'arc alpin. Et l'avènement du tourisme qui est fondamental pour tout l'arc alpin, pour de nombreuses localités, un peu partout. Voilà, donc il y a cette constante et le tourisme ne fait que renforcer cette constante de la persistance du regard extérieur sur le monde alpin qui a fini par façonner toute une série d'idées reçues autour des habitants et du monde, et par les récits collectifs aussi, qui ont été portés de l'avant dans toutes les phases de l'histoire récente en tout cas. Je vais peut-être passer un peu rapidement voilà, je vous montre encore une fois, pour ceux qui étaient là hier, ces trois cartes qui montrent aussi sur le plan démographique combien rapidement la situation a changé et comment il est important donc de continuer à étudier de près le monde alpin pour comprendre justement l'évolution de la population, l'évolution des équilibres qui existent à l'intérieur de catégories de populations différentes, les autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes qui sont là, les saisonniers par exemple, qui sont là pour le tourisme. Et tout cela ne peut que, évidemment, être étudié par le biais des différentes représentations culturelles et des différentes représentations du monde alpin qu'ont ces différentes catégories de population, très souvent ignorant le point de vue et les représentations des autres catégories et qui tendent donc à se sentir les seuls légitimes ou les plus légitimes à s'exprimer sur certaines questions, notamment voilà, par rapport, par exemple, à la nature, à la protection de la nature, à la protection de certains modes de vie, etc. Donc la question est en pleine évolution. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de bleu, ça signifie qu'il y a de moins en moins de départs depuis les localités alpines, mais avec justement un retour de personnes qui souvent ne sont pas
issues du même monde de celles qui sont parties, et donc avec des frictions, des tensions, des débats, parfois des débats très constructifs aussi, heureusement, sur le devenir et sur l'avenir du monde alpin. À l'intérieur du monde alpin, donc, on s'intéressera en particulier à cette région qui est située au nord-ouest de l'arc alpin, donc autour du Mont Blanc, pour faire vite. Le Mont Blanc, vous le voyez là à droite. Il s'agit de la région qui présente les plus hauts sommets de tout l'arc alpin et qui présente des vallées très profondes, donc un écart d'altitude très important entre le fond de vallée et les hauts sommets, des situations donc climatiques et donc aussi culturelles très différentes, des passages très importants entre le nord et le sud de l'Europe, avec des cols très pratiqués depuis l'Antiquité, des tunnels qui ont été construits dans les années 60. Et donc, voilà, des situations très, très variables aussi. Notamment, la question des tunnels a créé un bouleversement complet dans l'appréhension du sentiment de proximité et d'éloignement parmi les habitants des différentes localités. Cela signifie que, par exemple, des localités qui étaient situées juste sur les deux versants et qui étaient reliées avant par des routes qui passaient par les cols, se retrouvent maintenant très éloignées si les cols ne sont plus pratiqués et que des autoroutes, donc des routes très rapides, mais en même temps qui parcourent des dizaines de kilomètres par rapport aux petites routes de montagne qui passaient auparavant par les cols, ce qui fait que des localités qui étaient auparavant très proches ont maintenant des rapports entre elles, des rapports beaucoup plus distendus ou presque inexistants. En plus, il y a la question des frontières, ce qui fait que les populations qui avant vivaient en synergie, qui vivaient très proches, se sont éloignées de la frontière, des marges de leurs États respectifs, regardant d'un côté et de l'autre vers les plaines où les nouvelles économies modernes se sont développées. Et donc, des liens qui ont duré pendant des siècles et qui étaient basés sur des systèmes, disons, techno-économiques, des systèmes sociaux, culturels très semblables, ont perdu une partie de ces liens. Ce qui fait que, voilà, même après, avec la construction des tunnels, cela ne s'est pas remis en place de la même façon, déjà parce que les routes n'étaient plus les mêmes, et donc on ne pouvait plus renouer exactement là où ça avait été coupé, mais aussi parce que, entre-temps, des économies différentes, des systèmes aussi de connivence culturelle différents selon l'appartenance aux différents États, aux différentes entités politiques, a fait que tout cela a été très, très transformé. Néanmoins, il y a toute une série d'éléments culturels qui subsistent et qui sont encore reconnus de nos jours, qui sont mis en avant par les différentes populations. Le fait d'habiter un territoire quand même très semblable sur les différents versants favorise ce type de sensibilité, ce type de représentation de l'espace. Le rôle des frontières qui a été vécu souvent d'une façon semblable. Et après, il faut dire que voilà, tout le monde dans l'arc alpin
et s'est confronté un peu à cette question du paysage carte postale qui fait que le paysage soit vécu plus comme un élément visuel perçu de l'extérieur plutôt que comme un vrai territoire habité, avec justement donc des écarts entre le monde perçu de l'intérieur et le monde perçu de l'extérieur, mais avec toutes les limites que connaissent les populations alpines qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès au récit commun européen raconté sur les Alpes depuis souvent les réalités urbaines, les villes et tout. Donc ils ont quand même toujours du mal à se représenter et à se raconter auprès des personnes qui arrivent de l'extérieur. Il y a eu l'expérience des écomusées, si vous voulez, au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies, qui ont permis parfois aux populations locales de jouer ce rôle, de pouvoir jouer ce rôle jusqu'au bout, de tenter de devenir aussi des acteurs dans la façon de raconter le monde alpin. Et après, il y a l'autre aspect qui évidemment joue un rôle important dans cette dynamique entre le regard extérieur et les populations locales, c'est la mise en scène qui est énormément favorisée par le tourisme, par les échanges, et qui a quand même contribué aussi d'un côté à la création d'un récit un peu plus endogène, mais de l'autre, cela a contribué aussi à certaines formes de cristallisation, donc à fixer la tradition autour de certains éléments qui ont du mal après à être perçus d'une façon un peu plus critique. Et dans tout ce processus de construction identitaire, de narration de qui sont les différentes populations, il y a évidemment le rôle joué par les pratiques linguistiques qui sont reconnues comme un élément fondateur à l'intérieur de ce processus de construction identitaire. Il faut penser que ces pratiques linguistiques sont souvent, sont dans la plupart des cas, vécues à l'intérieur d'une diglossie, que ce soit la diglossie français franco-provençale, dans la grande majorité des populations de l'ère franco-provençale, ou bien la diglossie italien franco-provençale pour une minorité de locuteurs du franco-provençal, c'est-à-dire dans les vallées du Piémont. Et cela signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu une langue écrite officielle, qui est le français. Le français est devenu langue officielle en Vallée d'Aoste en 1536, suite à l'abandon du latin de la part de l'administration valdôtaine. Et puis en 1561, par les lettres patentes d'Emmanuel Philibert, le français est devenu officiellement, il est devenu langue officielle sur tout le territoire de la Maison de Savoie. Donc cette diglossie a duré pas mal de temps. Langue officielle, le français, langue écrite, langue orale, le franco-provençal, dépourvu d'un nom, comme nous l'avons vu hier, et d'un statut quelconque, c'est-à-dire que c'était une langue presque pas nommée. Justement, il y avait cette question du terme patois. Franco-provençal, justement, j'utilise le terme franco-provençal parce que c'est le seul terme qui soit vraiment reconnu de manière scientifique et qui permet de définir vraiment une langue spécifique sur un certain territoire. Langue écrite, le français, mais il y avait une tradition
il y a quand même une longue tradition écrite franco-provençale, totalement méconnue. Nous tentons depuis quelques années, notamment cette année, nous avons organisé un colloque sur la littérature franco-provençale, justement pour tenter de sortir cette littérature des archives et la désenclaver, la faire connaître aussi et partager par d'autres catégories de chercheurs, pas forcément les linguistes, mais aussi des personnes qui peuvent apprécier et qui ont envie d'étudier des textes littéraires. Et donc, nous voyons là, depuis le XIIIe siècle, nous avons des textes littéraires. Mais justement parce que c'était une tradition écrite qui restait quand même un peu élitiste, qui appartenait à une petite élite, ça n'a pas eu vraiment de répercussions dans les représentations linguistiques des locuteurs. Et l'autre problème, c'est que la reconnaissance en tant que langue de la part des linguistes n'arrive qu'en 1874. Donc, elle est très tardive pour une langue qui, quand même, est née aux alentours du VIe siècle. Donc, elle a une très longue histoire du point de vue de l'histoire linguistique, le franco-provençal, 1300, 1400 ans et plus. Mais du point de vue de la conscience qu'il s'agisse vraiment d'une langue à part entière reconnue par les linguistes, cette prise de conscience arrive très tard auprès des linguistes et beaucoup plus tard encore auprès des locuteurs. Il faut imaginer que la conscience linguistique arrive vraiment très tardivement. Seulement dans l'après-guerre, on commence à utiliser le terme franco-provençal. En particulier pour la vallée d'Aoste, le terme arrive en 67. C'est-à-dire que c'est là, avec la fondation du Centre d'études franco-provençales, que le terme franco-provençal commence à avoir, on va dire, une densité auprès des locuteurs. Avec quand même une institution qui est reconnue, qui est née sous le haut patronage de la région autonome Vallée d'Aoste et donc qui commence à avoir un impact aussi sur le monde des locuteurs. Donc, nous nous intéressons maintenant à la vallée d'Aoste, donc une toute petite région. Vous voyez, elle est contournée en rouge. C'est une petite partie de toute l'aire franco-provençale qui, déjà à son tour, est vraiment une petite fraction de l'arc alpin. 3261 km², 122 000 habitants. Voilà. Une réalité très variée sur le plan morphologique et climatique, avec des fonds de vallée à 400, 500, 600 mètres et des hauteurs habitées jusqu'à 1800, 1900 mètres pour ce qui est des habitats permanents aujourd'hui. Si on remonte un peu dans le temps, il y a 100 ans, 200 ans, on avait des habitats permanents au-dessus des 2000 mètres. Donc là aussi, ça a changé, justement à cause de l'abandon d'écoles, les habitats se sont un peu rétractés des hauteurs des montagnes pour aller vers les nouveaux centres de pouvoir. Alors qu'avant, les hautes communes étaient les plus riches, étaient celles où les premières écoles ont été fondées, où le trafic important passait. Et voilà, un peu pour vous donner une idée de ce que sont toutes ces communes, ces petites réalités, parfois avec quelques centaines d'habitants, parfois même pas 100 habitants. C'est ce qui a permis aussi ces petites communes qui ont pu résister aussi dans le cadre justement d'un régime d'autonomie administrative qui a permis
la survie des petites communes et des petites écoles de communes qui ont permis de créer et de maintenir un tissu social sur tout le territoire, un maillage assez étroit qui a permis aux gens, aux habitants, au moment de l'augmentation de la mobilité au cours des années 60 ou 70, de partir peut-être pendant la journée, de parcourir 25-30 km grâce aux infrastructures qui existaient et de revenir vivre, habiter, dormir le soir dans leurs communes respectives. Donc cela explique aussi le maintien du franco-provençal qui s'est fait, qui a été possible aussi, favorisé par ce genre de mobilité qui n'a jamais été extrême, qui n'a jamais été excessif, qui s'est fait en douceur et qui a permis aux gens aussi de s'adapter aux nouveaux modes de vie sans renier toute une série de pratiques traditionnelles, parmi lesquelles aussi les pratiques linguistiques. L'autre aspect important, c'est la mouvance patrimoniale qui s'est mise en place à partir des années 50 en Vallée d'Aoste. Là aussi, les raisons sont multiples, je ne peux pas entrer dans le détail, mais on observe d'une façon assez curieuse qu'à partir des années 50, il y a une revitalisation de toute une série de pratiques, que ce soit le théâtre, le chant, la littérature, avec la fondation d'une compagnie de théâtre, on en a parlé hier soir avec quelqu'un, pendant les années 50 déjà, des festivals de chant choral qui ont été mis en place aussi à cette époque-là, avec des récitals de poésie, avec une floraison de nouveaux poètes qui se sont mis à écrire à ce moment-là. Et donc aussi une reconnaissance de la langue, parce que la langue était la langue du théâtre, du chant, de la littérature, avec une renaissance aussi de l'artisanat du bois. Nous avons aujourd'hui la foire de Saint-Ours, qui est un événement très important au niveau de l'afflux que cela représente pendant 2 jours en Vallée d'Aoste. Et voilà, c'était quelque chose d'une pratique très ancienne qui a toujours subsisté au cours des décennies précédant les années 50. C'était quelque chose d'utilitaire et qui avait aussi une dimension esthétique. Mais à partir des années 50, 60, 70, 80, ça a vraiment explosé de nouveau. Au niveau de la langue, il faut aussi rappeler le rôle joué par le concours Cerlogne à partir de l'année scolaire 1962-63, qui a permis d'introduire, ne serait-ce que d'une manière très marginale et ponctuelle, quand même, la langue franco-provençale à l'intérieur des écoles. Et de faire prendre conscience aux locuteurs que cela pouvait avoir éventuellement aussi une place à l'intérieur de l'école. Je vous ai parlé de la fondation du Centre d'études franco-provençales en 1967, et puis d'un mouvement politique qui est né en 1973, Arpitagne, qui a, parmi d'autres choses, souligné l'importance du nom qu'il fallait que les locuteurs devaient attribuer à cette langue, donc patois, franco-provençal, en suggérant un nouveau glottonyme, un nouveau nom, donc arpitan, et qui s'est opposé avait une vision très critique par rapport à toute une série de dynamiques sociales qui existaient à ce moment-là, sans entrer dans le détail, mais qui a aussi favorisé l'éclosion de certains mécanismes à l'intérieur de la société où la population des communes éloignées de la ville d'Aoste devait une injonction à ces populations, on va dire, plus paysannes et plus
marginale par rapport aux logiques bourgeoises de la ville d'Ost, une injonction à reconnaître et à s'affirmer en tant que locuteur du franco-provençal et en tant que dépositaire d'un certain nombre de pratiques. Et ce n'est pas un hasard qu'à l'intérieur de ce mouvement Arpitania, il y avait aussi des personnes qui ont joué un rôle important après dans la prise de conscience de ce patrimoine qu'étaient les jeux traditionnels. Donc voilà, je ne m'attarde pas davantage parce que l'heure tourne et il serait important qu'on ait le temps aussi pour un peu de débat. Et donc je vais juste en arriver un peu après ce survol un peu rapide, mais quand même qui a permis peut-être, qui vous a donné quelques éléments pour comprendre un peu dans quel contexte les jeux valdôtains, certains jeux valdôtains sont devenus des institutions à l'intérieur de la société valdôtaine. Ce qui n'est pas du tout le cas pour des régions limitrophes, toujours dans l'ère alpine, dans l'ère franco-provençale, comme le Valais ou la Savoie. Justement, il y avait toute une série de dynamiques sociales et des situations politiques et culturelles qui ont permis cela, et qui ont permis d'abord l'éclosion de cette conscience, et puis aussi, sur le plan plus matériel, qui ont accompagné et permis de concrétiser ce projet. Donc, il y avait des jeux. On a des témoignages, évidemment, en Savoie et en Valais, à ce moment-là, dans les années 50 ou 30, de jeux semblables. Mais ce qui arrive en Vallée d'Ost, c'est quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire que des groupes de personnes décident d'écrire des statuts. D'ailleurs, les premiers statuts, en partie au moins, sont écrits en franco-provençal. Donc voilà encore le lien très fort entre cette langue et les jeux. Et d'écrire des statuts qui auparavant étaient seulement tradition orale, de créer des championnats, de donner des structures donc beaucoup plus fixes et stables à ces différents jeux. Et en plus de créer une fédération pour fédérer ces avant 4 puis 5 jeux qui aujourd'hui composent cette fédération de sport de Nutra Terra. Là, vous voyez juste quelques photos qui vous donnent l'idée un peu de ces jeux. Donc, je crois que le premier sur la gauche, je ne vois pas bien, mais je crois que c'est quand même un joueur de fiolet. Je vois juste le bâton, alors je ne suis pas sûre. Mais le deuxième, c'est un joueur de rebata, et le troisième, c'est un joueur de tsang. Donc, vous aurez le temps de les découvrir. Et donc, pour conclure, juste quelques mots sur une notion, pour moi, cruciale, qui a accompagné, en tout cas, l'analyse que j'ai faite des jeux que j'ai pu étudier. Donc, cette notion de passion qui est vraiment centrale. Christian Bromberger parle de l'anthropologie d'une passion en parlant du football et d'autres pratiques ludiques. J'ai fait ma thèse de doctorat avec lui, donc j'ai travaillé longtemps sur les pratiques ludiques et en particulier, pendant longtemps, j'ai travaillé sur les combats de vaches. Là aussi, la question de la passion est centrale. Et ce mot passion n'est pas seulement un modèle que j'ai voulu appliquer à mes études, mais c'est vraiment un mot très récurrent dans le langage on va dire, des Valdôtains en général. Non seulement des joueurs, mais aussi, par exemple, des éleveurs de vaches qui parlent toujours de passion quand on leur demande de parler de leur travail. Donc, cette notion de passion va même au-delà de la pratique ludique, c'est vraiment quelque chose de très important. L'amour du pays aussi, c'est une question de passion qui est très souvent revendiquée, très souvent explicitée dans les mots. Donc, voilà. Il y a cette notion
sans laquelle on ne pourrait pas expliquer les heures, les journées que ces joueurs, que ces membres de la FENT, plutôt que des différentes associations de jeux valdôtains, dédient à tout ce qu'il faut. Pour jouer déjà, c'est des jeux d'habileté qui demandent donc beaucoup de patience et donc beaucoup de passion pour les apprendre, pour commencer à jouer et pour s'entraîner, etc. Pour organiser, c'est vraiment une question de passion, sinon de dévotion, le temps qu'il consacre à ces activités. Et puis, l'autre volet très important dans lequel j'ai pu vraiment observer une passion énorme, c'est le volet de la transmission. Là aussi, très souvent, ou la plupart du temps, sinon toujours, basé sur le bénévolat et sur voilà, vraiment cette détermination à faire quelque chose pour la transmission. Et puis, il y a la question de la revitalisation, parce que quand même, au-delà de la passion, il y a une réflexion qui traverse toutes ces associations et la fédération sur le lendemain de ces jeux, comment le transmettre, comment faire en sorte que ces jeux, comment relier un jeu qui vient de loin, du passé, et comment le faire passer dans l'avenir. Et puis la notion de sportivisation, parce que le nom traditionnel, c'était plutôt Joie. Puis il y a eu toute une série de démarches pour construire quelque chose de plus solide, pour aussi donner plus de dignité au jeu, déjà peut-être un peu méprisé avec le terme populaire, et traditionnel aussi, pas toujours le terme traditionnel est reconnu de la même façon. Parfois, il y a des connotations négatives. Parfois, le jeu, dans notre société, j'en parlais hier, est perçu comme quelque chose de moins important par rapport à d'autres pratiques culturelles. Donc, la sportivisation a été aussi une démarche d'affirmation et de mise en valeur de ces pratiques. Et aussi parce qu'il y avait une dimension de compétition qui, en tout cas, au regard d'une certaine partie de la catégorie des joueurs, était très importante. Il y avait vraiment parmi les joueurs des personnes qui voulaient aller de plus en plus loin dans la performance, qui se sont donné les moyens pour faire des entraînements, pour améliorer le matériel sur le plan donc vraiment des matériaux et de la technique. Et donc voilà, il y a eu ce processus qui s'est amorcé, qui est allé plus ou moins loin dans les différentes disciplines et qui interpelle encore aujourd'hui les joueurs, parce qu'il y a un débat encore toujours très présent entre les différentes façons de percevoir et de vivre ces activités. Après, il y a l'autre question aussi qui est très importante et qui est très reliée aussi et qui nous rapproche de nouveau des réflexions sur la langue, c'est la question de la standardisation, parce qu'il y a eu toute une série de dynamiques qui ont conduit les joueurs à discuter entre eux, à accepter, à négocier les différences qu'il y avait entre des traditions locales. Il y avait des tendances à aller vers certaines règles ou vers d'autres règles. Et donc, il a été très important la notion de standardiser pour pouvoir jouer ensemble. Donc, une négociation qui a permis de favoriser une socialisation, peut-être une socialisation sur un territoire plus large. Et jusqu'où est-on prêt d'aller pour jouer avec une population plus large, tout en sacrifiant peut-être une partie de ses valeurs, de ses règles, etc. Cela, c'est un débat qui continue, parce que, en plus du débat sur le territoire valdôtain, comme cela a été dit auparavant,
il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir à d'autres régions d'Europe, à d'autres régions, à d'autres joueurs. Et donc, la négociation continue à plusieurs niveaux, notamment pour le jeu du palais, par exemple, pour le jeu de l'amour, que vous découvrirez demain soir, où des équipes de pays différents se rencontrent. Et donc, il faut se concerter et trouver un bon milieu pour pouvoir jouer sans renoncer à son identité. Et là, juste quelques images pour vous montrer donc les 5 jeux qui font partie de la fédération. Donc le jeu de palais, le jeu de la rebâte, le jeu du fiolet, le jeu du tsang. Je remercie Isabelle Grojac qui a participé au colloque de l'année dernière, qui ne pouvait pas être là cette année parce que ce sont ces diapos qui représentent bien les différents jeux. Et on reviendra tout à l'heure sur les jeux. Je voulais juste, pour vous donner un petit exemple de ce que c'est cet aller-retour entre identité locale et envie de jouer à une échelle plus large. Le jeu de palais, bon, on en retrouve des traces aussi dans des documents anciens. Mais je me suis intéressée à un jeu en particulier parce que j'ai trouvé un témoignage très intéressant. Et c'est un jeu qui existait dans une commune valdôtaine qui, en quelque sorte, a disparu aujourd'hui dans les pratiques. Il reste dans les souvenirs et qui a été absorbé par un jeu, par le jeu de la rebâte que vous verrez. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir étudier dans le détail le choix qu'a fait une petite communauté qui n'avait plus les nombres pour pouvoir continuer à jouer parce que, voilà, faute de joueurs, on ne pouvait plus jouer dans son propre village. Selon les habitudes, dans les dates, aux dates qui étaient définies par la tradition, il fallait inventer autre chose, ou renoncer carrément à jouer, ou bien inventer autre chose. Et donc, par exemple, le choix a été fait par ces joueurs de s'inscrire à une association, d'aller jouer en dehors de leur propre commune pour partager le jeu avec d'autres joueurs. Un jeu qui n'est plus tout à fait le même, mais qui leur permet quand même de socialiser et de faire une pratique, de s'adonner à une pratique assez semblable. Voilà, donc je reviens là sur ces diapos. J'aimerais que ce soit les experts qui vous parlent de ces différents jeux, peut-être en quelques mots. Après, vous les verrez là-bas dans les prés. Et puis surtout, voilà. Et ils sont là, donc on peut faire un peu de discussion si vous avez des questions, si vous voulez avoir des explications.